Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur Lambda, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs anonymes, passionnés et passionnants. Je suis Steven Pingon, modeste entrepreneur et accompagnant de start-up, et vous pourrez me retrouver chaque mois avec un nouvel épisode. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes. Je reçois aujourd'hui Brahim Chewir, fondateur d'AQR. Résumer la carrière de Brahim n'est pas chose aisée, tant ses expériences sont multiples et différentes. Mais c'est précisément pourquoi il faut écouter cet épisode, car il prouve qu'on peut toujours retomber sur ses pattes. Finalement, Brahim n'a eu qu'un seul fil conducteur, sa forte volonté de résoudre les problèmes qui l'entourent. Si vous désirez entendre un témoignage de serial entrepreneur infatigable, cet épisode est fait pour vous. Et si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous, cela nous aiderait énormément. Enfin, si vous désirez retrouver quelques astuces d'entrepreneurs, allez faire un tour sur notre site entrepreneurlambda.fr que je tâcherai de compléter au gré des épisodes. Bonne écoute! Salut Brahim, Salut Steven, je suis super content de te recevoir dans ce podcast. moi de même. Alors tu sais, le but de ce podcast, donc, c'est de faire découvrir des parcours d'entrepreneurs. Et donc ce que je te propose, c'est que avant que tu nous parles d'AQR, que tu nous expliques un peu d'où tu viens. Ok, écoutez, moi je suis Brahim Chewir, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je viens d'un milieu assez, CSP moins, hein. Mes parents c'est des employés, des ouvriers. Chez toi, il n'y a pas d'entrepreneur. Ah non, chez moi il n'y a pas du tout d'entrepreneur, hein. C'est même l'opposé, hein. Chez moi, et mes proches et mes amis sont tous employés, au mieux ingénieurs, mais ils ont vraiment pas du tout la fibre entrepreneuriale. Je suis le seul. Et comment tu t'occupais étant jeune? C'était quoi tes passions? Ah très jeune, j'ai commencé dans l'associatif, hein. Moi, la gestion de projet, j'ai monté des projets associatifs très très tôt. Ok. Alors, c'était des petits projets avec un bilan très sommaire, et le compte de résultat, c'était juste les recettes, les dépenses. Mais très tôt, j'ai eu ce besoin de prendre des choses en main et d'être responsable de petits projets. Donc déjà, on voit ton côté entrepreneur, même s'il n'y a pas une notion de création d'entreprise, mais fédéré autour de toi, organisé. Ça, dès 10 ans, tu as commencé à monter des projets comme ça dans un cadre associatif. C'est ça exactement, ouais, plutôt vers 12-13 ans, mais exactement, ouais. Dans plusieurs associatifs, des associations culturelles, pardon, des associations d'aide aux réfugiés, de ce genre-là. Pourquoi tu faisais ça? Pour t'occuper, pour tes valeurs? Parce que tu avais envie de résoudre des problèmes? C'était quoi ton truc? Alors ça, c'est une bonne question, hein. Franchement, je me suis jamais posé la question parce à cette époque-là, c'était tout à fait naturel pour moi, en fait. C'est le hasard qui a fait que j'ai rencontré les bonnes personnes et que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses et que j'aimais faire des choses, en fait, concrètes. Ouais. J'aimais partir vraiment d'une ligne, une phrase sur un bout de papier, une mission, un objectif, et le concrétiser dans le réel. Ouais, tout simplement. Quel que Mm. soit le sujet, toi, ton truc, c'était de créer à partir, à partir d'un défi qui t'était presque donné ou que tu te donnais, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours eu besoin de savoir comment les choses fonctionnaient, pour pouvoir justement, les faire, les réaliser. Et du coup, tu m'as expliqué très tôt, tu t'es intéressé à l'informatique et, et au fonctionnement des choses. Oui, tout à fait. Alors une fois de plus, alors moi j'ai 39 ans, hein, je suis né en 84. J'ai eu de la chance d'avoir dans mon école primaire très tôt des ordinateurs. Alors je vous rassure, hein, c'était pas des ordinateurs à la pointe de la technologie, c'était des bonnes vieilles machines avec l'écran en verre, Ouais. avec du MS-DOS. Et très tôt j'ai adoré en fait lancer des programmes. Et à cette époque-là, on développait pas encore nos propres programmes, mais ça m'a mis les pieds à l'étrier. Ensuite, pendant des années, j'ai mis la pression sur mes parents, parce que comme ils sont ouvriers et employés, acheter un ordinateur à cette époque-là, ça coûtait comme aujourd'hui très cher, hein, pour une famille d'ouvriers. Et donc pendant des mois et des mois et des mois, j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent un ordinateur. Dis-moi ce qu'ils ont fait. J'avais donc à l'époque un Compaq, je me rappelle plus des détails, mais c'est pas important, avec Windows 3.1. Et pareil, je faisais de la programmation avec MS-DOS, très basique. Et parce qu'en fait, c'est génial parce que c'est un environnement que tu maîtrises en fait. Là, tu peux vraiment faire des choses, lancer des choses concrètes, Ouais. réelles, hein, mais sur place. Et, et déjà à l'époque, t'essayais de mettre les mains dans un truc qu'on appelle aujourd'hui l'IA, mais qui s'appelait pas comme ça. Oui, alors il y avait des petites applications qui simulaient la discussion avec une personne, un être humain. Et pour moi, ça a été une révélation. Je me dis, mais en fait, c'est génial. C'est-à-dire, en face de moi, je savais pertinemment parce que j'avais accès au code, parce qu'à l'époque, on avait accès à tout, hein. Et tu voyais exactement que c'était des algorithmes, des lignes de commande et des trucs totalement synthétiques.
Mais alors l'interface c'était un chat, hein, c'était pas, il y avait pas de, il y avait pas de truc d'UI à l'époque, hein, c'était vraiment des lignes de commande. Mais le fait que le logiciel te répondait plus ou moins bien, c'était incroyable, quoi. Je me dis, mais en fait, c'est tout, il faut y aller à fond dans ça et tôt ou tard. Alors moi, je suis un grand fan de science-fiction, hein, ça a aussi Ouais. beaucoup aidé, quoi. Quand tu vois Star Wars ou Star Trek bon, ou tous les films de ce genre-là, tu te doutes bien que bah ça m'a ouvert mon imaginaire et de le voir en vrai, Ouais. ça m'a donné envie de le faire, mais vraiment à fond, quoi. Et donc finalement, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que quelqu'un comme moi qui vient pas de ce milieu-là, déjà l'IA conversationnelle, il y en avait des bribes dans les années, allez, fin 80, plus ou moins accessible, en tout cas plus qu'on peut l'espérer, si ça traînait pas dans un laboratoire quelque part. Et toi, finalement, déjà, tu avais cette passion pour ce truc-là Oui. et tu avais 40 ans d'avance, quoi. Bah, pas vraiment, hein, parce que c'était une passion et malheureusement, peut-être la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'en ai rien fait de concret, ça restait juste une passion à ce moment-là. Mais en fait, l'IA, tu sais, ça a commencé dans les années 50, 60, Oui, hein, tu vois, ça a oui. vraiment démarré très tôt. Donc, on peut pas dire qu'il y a 40 ans d'avance, hein, c'est juste qu'une fois de plus, le hasard fait bien les choses. Je me suis retrouvé en face de ce logiciel qui m'a ouvert les yeux sur ce monde. Et ton parcours scolaire, alors du coup, ça s'est passé comment ça te bottait l'école ou? Alors, honnêtement, l'école, ça n'a pas été ma passion, hein. J'ai toujours été un élève studieux, hein. J'ai toujours été le premier de ma classe. J'ai fait ensuite un bac, alors j'ai fait un bac un peu spécifique lié à la productique et à l'industrialisation. Ensuite, la seconde, c'était TSA productique, technique des systèmes automatisés et productique. Enfin, le bac, j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur, donc avec une option physique, mécanique et électronique. Parce qu'une fois de plus, toujours dans le but, l'objectif, c'est d'être ingénieur en conici, ingénieur spécialisé dans l'IA. Ensuite, j'ai fait un bac, enfin pardon, une première année de DUG mathématiques informatique appliquée aux sciences. Et là, pour moi, ça a été vraiment la douche froide. Parce que c'était à l'époque, hein, c'était en 2000, hein, on travaillait sur papier, hein, il y avait pas de. Moi, chez moi, j'ai développé des petites applications en HTML, en Java, bah, sur PC. Je me retrouve à la fac à faire des algorithmes sur papier. Là où, franchement, bah, comme je t'ai dit, douche froide, je me dis bon, bah, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Comment tu l'expliques ce décalage? C'était une faute de moyens de pas avoir pouvoir fournir des ordinateurs à tous les étudiants ou c'est d'après toi un manque de cohérence, le système éducatif n'est pas les pieds sur terre comment avec le recul, tu dis ça comment toi? C'est une question très complexe. Alors honnêtement, et moi aujourd'hui encore dans le cadre de notre activité, je vois qu'il y a quand même un décalage entre les écoles d'ingénieurs et la vie professionnelle. Mais il y a, toutes les écoles ne sont pas identiques. Tu as des écoles qui sont vraiment à la pointe de la technologie, tu as des universités qui ont des projets de recherche à la pointe de la technologie, et en même temps qui proposent à leurs étudiants, comment dire, du contenu qui est dépassé. Tu vois, et c'est pas évident pour eux parce que la technologie elle évolue tellement vite. Mmh. Franchement, chez nous l'évolution c'est tous les 2 3 mois. Tous les 2 3 mois t'as un chamboulement, t'as un truc en mode mais c'est incroyable. Mais genre on avait prévu de mettre des mois pour faire ça, bah en fait grâce à un gars qui a fait une API, tout est accessible en quelques secondes maintenant. Donc c'est pas évident pour eux de rester à la page. Mais néanmoins je pense qu'il y a vraiment en fait, le fait que ce soit très structuré, ils peuvent pas modifier le programme d'une semaine à l'autre. Donc, je pense que tout ça, ça mène au fait que bah, tu as un décalage entre l'université, les cours et la vie professionnelle. Ouais, c'est ça, c'est que le pas de temps de l'industrie est bien inférieur au pas de temps logique d'éducation, quoi. Oui. Et ça, on peut pas le reprocher, on peut le reprocher à personne finalement. Non, mais en 2000, franchement, c'était très, très. Le gap, il était énorme. Ouais. Là, je sais qu'ils s'améliorent et qu'ils sont plus réactifs, mais en 2000, c'était choquant, quoi. Ouais. Donc ça, c'était ta première partie de tes études, ce DUG en informatique appliquée aux Ouais. sciences. Ensuite, tu pivotes entre guillemets, C'est ça. donc tu pars faire des études de droit, je dis pas de Des bêtises. études de droit, ouais. Parce Ouais. que bon, j'ai eu ma phase un peu, comment dire, droit. En gros, pour faire simple, régulièrement, on se faisait contrôler et j'ai un de mes amis qui s'est fait contrôler alors qu'il allait au travail et il avait un sandwich dans les mains. Je vais vous raconter une histoire ridicule, hein, mais c'est une histoire que beaucoup de personnes vivent tous les jours sans aucune raison. Et moi, à ce moment-là, ça m'avait révolté. Et pas que moi, parce qu'on habitait donc un quartier donc avec des bâtiments. Bon, c'était pas Chicago, hein, c'était pas des bâtiments, c'était des petits bâtiments, mais c'est un quartier quand même où il y a pas mal de monde, c'est assez dense. Et la personne quoi qui s'est fait contrôler, c'était une personne très très sympathique qui allait travailler. Et quand je vous dis, il allait travailler, sans plus, sans rien faire de plus. Il s'est fait contrôler par des CRS
Et le contrôle a un peu mal tourné, dans le sens où ils ont demandé à voir ce qu'il y avait dans le sandwich. Enfin, un sandwich. Et les gens ont vu ça, ils ont dit, bah, pourquoi vous le prenez la tête? Mais littéralement, lui, il a rien demandé, hein. Lui, il était au milieu, il est entre les CRS et puis les gens qui habitaient dans le quartier. Et les gens, ils ont dit, mais il part travailler parce que tout le monde le connaît et tout le monde sait qu'il part travailler. Il part travailler, il a donné sa pièce d'identité. Là, maintenant, vous voulez ouvrir ce sandwich? Ben, on va où, là? On est parti où? Et les CRS, quand ils ont vu ça, ils ont voulu l'embarquer dans le fourgon. Et les gens, quand ils ont vu qu'ils ont essayé de l'embarquer, ils l'ont retenu. Ils l'ont retenu. Et les gens, mais genre, il y avait une dizaine de personnes qui l'ont retenu. Alors, ils l'ont juste retenu. Ils ont dit, bah non, c'est pas normal, vous voulez l'embarquer pour rien, alors que le gars, il doit aller travailler. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les CRS sont partis, ils sont revenus avec des renforts, mais littéralement, il y avait une photo où le quartier était bouclé par une vingtaine de fourgons de CRS. Et tout ça, pour rien. Et à ce moment-là, ça m'a révolté. On a fait une manifestation. On a lancé une association pour justement défendre nos droits. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant que je fasse du droit et, parce que ça m'avait révolté, ça m'avait vraiment trop énervé. Donc là, finalement, c'est vraiment un choc qui a réveillé ces valeurs-là, qui t'a dit, allez, je veux faire du droit, je veux devenir avocat. Finalement, c'était un peu ça ton objectif. Exactement. Ouais. Et malheureusement, à ce moment-là, une fois de plus, j'avais pas le bon entourage. Littéralement, on connaissait aucun avocat. Ouais. Et j'ai découvert donc le milieu juridique et judiciaire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas faisable parce qu'en fait, je pouvais pas. Pour moi, c'est impossible de demander des honoraires, de l'argent, des frais de dossier à des personnes qui viennent te voir en disant je suis dans la galère. J'aurais été un avocat pauvre en fait. Et du coup, à ce moment-là, tes études se terminent. Alors à ce moment-là, en fait, malgré tout, en faisant mes études de droit, j'ai quand même fait de la gestion et de l'économie, ce qui m'a apporté pas mal et ce qui m'a aussi renforcé dans l'idée que en fait, c'est là à ce moment-là vraiment que j'ai compris que moi en fait, j'étais un entrepreneur dans l'âme. Tu vois, parce que la plupart des autres étudiants qui étaient là pour faire des études de droit au sens strict du terme, c'est-à-dire devenir juriste ou avocat ou autre, quand on avait les cours d'économie ou de gestion, ils étaient en mode, ils étaient au bout de leur life, alors que moi j'étais en mode, mais c'est génial, Ouais. c'est trop cool. C'est presque un des enseignements annexes Ouais, au sujet principal qui est le droit qui t'a le plus botté. exactement. Là, malgré tout, donc tu décides d'arrêter les études de droit, de pas continuer juste pour faire les quelques cours de gestion et de finance qui étaient dedans. Et alors là, c'est là qu'il y a un truc assez incroyable de ta vie qui arrive. Tu te balades dans la rue C'est ça. et je te laisse nous raconter la suite. Alors, ouais, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté mes études de droit, parce qu'en fait, comme tu l'as bien compris, étant de famille d'ouvriers, j'étais en fait boursier et j'ai travaillé en plus, parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans, hein, pour financer mes études. Et j'étais en centre-ville, pas loin de la chambre de commerce. Et à ce moment-là, je tombe sur beaucoup. Alors, j'habitais à Calais à l'époque. Il y a beaucoup d'anglais. Et régulièrement, je donnais la route aux gens qui me le demandaient. Et par hasard, donc, je donne la route. On me demande où se trouve la chambre de commerce. Et je dis, ah, bah, la chambre de commerce, je l'indique, c'est straight on, tout droit. C'était facile. Et le gars, il m'a dit, ah, bah, écoute, est-ce que tu peux nous accompagner parce qu'on parle pas français? Et moi, littéralement, à ce moment-là, bah, comme tout jeune, je me baladais en centre-ville. Donc, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, parce que j'aime bien rendre service de manière générale. Donc, je les accompagne et je les aide à réaliser leurs formalités, bah, parce que justement, ils avaient besoin de monter une entreprise en France. Oui. Et là, à ce moment-là, ils me font une proposition, mais vraiment que j'avais pas vu venir, hein. Ils m'ont dit, bah écoute, t'as l'air de t'en sortir en anglais et puis en français, et puis t'as l'air de t'y connaître en création d'entreprise. Et honnêtement, bah, je m'y intéressais. Mais Ouais. j'avais jamais, à ce moment-là, j'avais pas encore créé de boîte. Mais je m'y intéressais fortement et je m'intéressais aux structurations, aux juridiques, tout ça. Donc, ils m'ont proposé de m'en occuper pour eux. Ça, c'est incroyable parce que quand je t'écoute, me dis, ces Anglais, ils étaient quand même pas très sérieux de venir comme ça créer une boîte sans traducteur ou sans s'être un peu renseigné, non? Alors, c'est vrai que là, comme ça, avec le recul, ouais, bah parce qu'en fait, c'est des Anglais, donc. Et si tu veux, ils ont trop l'habitude du système anglais qui est vraiment du tac au tac, hein, c'est du direct, Oui. c'est pas comme en France, hein. Il y a beaucoup moins d'administratifs qu'en France. Et eux, ils étaient persuadés que, arrivés ici à Calais, en France, ils trouveraient un interlocuteur anglais. Ah ouais, d'accord. Tout simplement, ils se sont dit, bah oui, bah c'est comme en Angleterre. En Angleterre, à l'époque, hein, parce que là, ça s'est amélioré depuis. Mais à l'époque, tu créais ta boîte dans la journée. Oui, on a presque du mal à te croire hein, quand on entend ton histoire. Au-delà de la chance, tu devais quand même être dans une position particulière pour arriver à t'attirer des opportunités comme celle-là. Je parle pas de choses ésotériques ou non, mais t'as su monter dans le train, quoi. Alors ouais, j'ai su monter dans le train et puis après ça s'est pas non plus fait. Ils m'ont fait cette proposition, mais il y a eu un contrat, il y a eu une période d'essai, tu vois. C'est pas non Ouais, plus. Ils m'ont pas signé un chèque en blanc, tu vois. oui, oui. Et en fait, c'est ce que j'apprécie. Alors c'est incroyable, hein, mais bon, j'ai une petite expérience de l'international et ben dans la mentalité au niveau business, tu vois une différence entre les entreprises françaises et les entreprises canadiennes ou anglaises
ou même asiatiques. Mmh. En France, on demande beaucoup ton pédigré. Qu'est-ce que tu as fait? D'où tu viens? En Angleterre, on te met à la preuve. Oui, oui. Tu vois la différence? Du coup, dans cette boîte d'import-export, tu fais plusieurs années. C'est ça. Ça doit être super enrichissant parce qu'environnement international, produits, On faisait des métaux, on faisait du pharmaceutique, c'était OK, vraiment ouais, ouais, l'import-export, hein. ouais, ouais. Tu touches à tout. Et après, on arrive à ton expérience suivante. Tu es monté en compétence sur cette partie import-export et là, tu décides vraiment de te lancer. C'est ça, parce que donc dans l'import-export, j'ai fait du commercial, j'étais chargé d'affaires, donc je faisais la création des structures juridiques, je faisais également la gestion du personnel, j'ai fait un peu de tout en fait, vraiment, j'étais l'homme à tout faire hein, de l'équipe. Ok, tu peux le faire, et moi j'étais en mode, bah attends, je te tiens au courant, je cherchais de mon côté, et puis à un moment donné, quand je me sentais capable, je dis ouais, ok, je peux le faire. Et ce qui fait que ça a été vraiment une école, franchement, business school en accéléré. Ouais, Et mais concret, quoi, il n'y avait pas de cours théorique, il n'y avait que du ouais. concret. Ce qui fait qu'à ce moment-là, moi j'étais en mode, bah moi j'ai envie de lancer mes projets en fait. Donc j'étais les voir tout gentiment pour leur déposer ma démission. Bah, eux, ils étaient au bout de leur vie, hein, ils ont essayé de me retenir, ils m'ont proposé plus d'argent, mais ils leur ont dit non, en fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de je veux avoir mon bébé et le voir se développer. Voilà, ça, c'était le cœur de ton réacteur d'entrepreneur. C'est C'est ça. partir vraiment de zéro et développer Ouais. des choses. Un peu comme on décide de devenir parent, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, là maintenant j'ai un peu plus de bouteilles et je peux te dire que moi, c'est ce que j'aime, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, j'ai déjà géré des entreprises. La gestion courante, c'est pas un truc que je kiffe. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les challenges, on part d'une feuille blanche. La feuille, elle est pas si blanche que ça en vérité, mais bon. Oui, non, mais bien sûr. Alors, cette première boîte, c'est quoi, du coup? Alors, c'était très simple, hein, alors moi, j'ai toujours été dans l'amélioration. C'est mon leitmotiv, c'est améliorer les choses, hein. Le progrès pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui me drive beaucoup. Et à ce moment-là, bah, c'est très très simple, hein, je voyais une fois de plus la différence entre des comment dire des particuliers qui avaient les moyens, donc qui avaient les moyens d'investir dans des panneaux solaires, dans de la domotique, dans un système totalement optimisé, automatisé. Et puis d'un autre côté, bah, les personnes qui ont une maison, ils sont primo-accédants, ils ont mis toutes leurs économies dans leur maison, et en fait, ils ont un vieux système. Et là, à ce moment-là, pour moi, il était essentiel de proposer donc des solutions durables. Bah, parce que pareil, le développement durable, moi j'ai grandi dans le développement durable, c'est vraiment dans mon ADN. Donc des solutions durables, accessibles pour les particuliers, et donc leur amener de l'information et leur amener donc des professionnels qui soient capables de réaliser ces prestations. Oui. Donc grosso modo, c'était du courtage de travaux, hein, voilà, en amélioration d'habitat. Là, comment ça s'est passé, cette première expérience? Tu as fait quelques années, c'est ça? Oui, alors les dates exactes, je me rappelle plus, mais vous voyez, ce Domeco SARL, je pense que ça a duré 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Bon, officiellement, après, on a démarré avant, bien sûr, l'immatriculation de la boîte. Oui. Oui, alors on a fait pas mal de choses. J'ai commis beaucoup d'erreurs à ce moment-là. Je pense que la plus grosse erreur que j'ai commise, c'est de m'autofinancer à 100%. Parce qu'à l'époque, j'étais donc jeune, je vivais chez mes parents. Ce qui m'a paru de rapidement mettre de l'argent de côté ou avoir un capital de départ. Et initialement, le projet, c'était vraiment un projet web. Alors, je vous dis ça, c'était en 2007, hein. Projet web, maintenant, c'est normal. Franchement, il faut dire la vérité, ça choque personne. À l'époque, les gens ils me regardaient bizarrement en mode ouais, mais comment ça va fonctionner exactement? Et bon, je leur ai expliqué, je dis, bah, tu vois, là, on est dans le web 2.0. Parce que moi, comme je t'ai dit, de point de vue personnel, par passion, j'ai toujours été addict à ça. Et le projet tournait autour de cela. Sauf que moi, à ce moment-là, je savais qu'il était important d'aller prendre des conseils auprès de professionnels, auprès de personnes aguerries, dont notamment des associations qui aident à monter des projets d'entreprise. Et ils m'ont tous dit la même chose, il faut avoir pignon sur rue. Et je crois que la plus grosse erreur, à part l'autofinancement, c'est de ne pas avoir analysé et de ne pas avoir eu confiance en moi-même, en fait, dans le sens où eux, ils ont donné une information qui était vraie à un moment donné. À ce moment-là, elle était pas bonne pour nous, en fait, pour le projet. Oui, parce que du coup, tu as finalement ouais, tu suivi ce conseil, tu as créé une boutique physique C'est ça. et c'est un peu ce qui t'a amené à ta perte, puisque là, ça a créé énormément de charges. Exactement, ouais. En fait, créer une boutique, sur le papier, c'est pas très compliqué. Dans la réalité, il faut trouver le local, il faut payer le pas de port, il faut payer les travaux. Et quand tu t'autofinances, tous ces fonds qui initialement étaient dédiés au marketing, parce qu'initialement, moi, tout cet argent était dédié au marketing. Si tu veux, moi, j'avais fait une analyse très simple. Je m'étais dit, bah, au lieu de louer un local, parce qu'un local, tu le loues minimum, c'est 1000, 1200. Enfin, il y a encore, ça dépend des villes, ça dépend de la superficie, bien évidemment. Moi, je m'étais dit, au lieu de louer un local, je vais payer de la publicité. Tu vois, ce qui est, en fait, le business model de toutes les boîtes aujourd'hui dans le web.
Et eux, ils m'ont tous dit, non, 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 toi, tu veux faire du contrat de travaux, c'est de l'immobilier, les gens, ils veulent venir dans un bureau. Et du coup, j'ai écouté leurs arguments et j'ai investi énormément dans cette boutique. Mais c'est intéressant ce que tu racontes parce que quand on se met dans la posture de l'accompagnant, moi qui est mon métier, des fois on conseille des choses un petit peu radicales aux porteurs. Il y a une vraie responsabilité derrière ça, hein, parce que moi je suis certain que les gens qui t'ont accompagné l'ont fait en étant convaincus Ah qu'ils oui, de avaient bonne foi, raison, oui, de oui, bonne tout à fait, foi. ouais. Derrière, bon, avec le recul, on se rend compte que leur décision était peut-être pas la bonne, mais on les juge pas. À l'époque, c'était très difficile de s'en rendre compte. C'est tout le problématique du projet un petit peu seul, à trouver plusieurs regards extérieurs. En fait, si tu veux, en 2007, les accompagnateurs, les acteurs, qui étaient souvent des associations, hein, qui avaient en gros, eux, ils étaient financés par le nombre de personnes qu'ils accompagnaient, hein, tout simplement. C'était un business très simple, hein. Ils n'avaient pas encore entendu parler de tout ce qui est Lean Startup, de tout ce qui est MVP, tout ce qui est méthode agile. Oui, Tout ça, ça n'existait pas à l'époque, en fait. oui, donc eux montaient pas à pas une entreprise avec un bout de site web, C'est un ça. peu de web marketing, on récupère un lead, on fait travailler, on y va tout doucement Mm. pour faire grandir. Je comprends, c'était pas dans leur ADN. Cette étape pour toi était très formatrice, elle s'est mal terminée, on peut le dire, parce que Oui, on a fini par une liquidation judiciaire. oui, Alors ça s'est plutôt bien passé, malgré le fait que comme on n'avait plus les fonds, notre comptable nous a abandonnés. On a fait une liquidation sans bilan comptable. ouais, et l'anecdote, c'est que t'as écrit ton bilan C'est toi-même, ça, oui. c'est ça? L'expérience de l'association. Ouais. Parce que dans les associations, les bilans, on les fait à la règle et au papier. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais pas me présenter au juge sans rien. J'avais quand même, moi, les factures, j'avais quand même tout ce qu'il faut pour faire le bilan. Donc, j'ai fait un bilan avec une feuille de papier et une règle. Et c'est passé. Alors moi, pour moi, c'était ça a été plusieurs semaines de stress. J'étais en mode, je suis au bout de ma life, qu'est-ce que je vais faire? Et la liquidation, d'abord, j'ai retrouvé des personnes qui faisaient partie de mon réseau. J'étais pas tout seul. Alors vraiment, c'était 2008, 2009, Ouais. 2010. Il y a eu une épidémie de liquidation. Et quelque part, ça m'a rassuré. J'ai dit, bon, ça va, je suis pas tout seul, en fait, hein, on est tous ensemble. Et le juge a été super sympa. Ça a duré 5 minutes. On n'avait pas de salaire. Alors moi, j'ai quand même des règles, parce que j'ai quand même fait des études de gestion un petit peu. Il y a des règles de gestion, hein, bien évidemment, mais il y a quand même des règles pour moi qui sont plus importantes que les règles de gestion de base. C'est d'abord, il faut payer les salariés. Avant soi, déjà, quand il arrive, ça c'est l'entrepreneur, c'est le dernier qui se paye en vérité. Mais les salariés, il faut toujours les payer quoi qu'il arrive. Après, des acteurs autres, on va dire, qui sont là, comme l'URSSAF, le propriétaire, les trucs de ce genre-là. Avec eux, on peut s'arranger, on peut trouver des solutions. Mais les salaires, pour moi, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a fait la liquidation. La liquidation, c'était par rapport aux salariés, en fait. On s'est dit, bon, bah, les salariés, on peut plus les payer, il faut qu'on arrête. Oui, et du coup, forcément, le juge a trouvé ta gestion saine et c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Exactement, ouais. Tu Ça a avais, duré 5 minutes. Moi, j'étais en mode, ah ouais, ok, ça fait 3 semaines, je me prends la tête, je suis en panique. ouais, puis tu devais quasi rien. Enfin, rapidement, après, tu as eu encore quelques expériences, cette fois-ci en salarié. Alors, Euh, salarié, mais gérant, ouais. Dans le ouais. BTP, ouais, d'une boîte, on a fait un beau projet, on a fait une 70 maisons à peu près. C'est des lotissements, en fait. On est sous-traitant du sous-traitant. Juste un petit mot, comment tu as vécu le dépôt de bilan? Ensuite, il faut aller retrouver de l'énergie pour devenir salarié. Moralement, comment tu l'as vécu? T'as eu un gros coup de mou ou alors t'as été résilient, entre guillemets? Bizarrement, j'ai eu un gros coup de mou avant la liquidation. Oui, Tu vois, parce que si tu veux, as toujours une phase comme ça où tu as une date de jugement qui est prévue. Et pendant cette période, tu sais pas où t'en es en fait. Parce que tu es un peu bloqué, parce que t'as pas encore fini cette situation de la liquidation. Et vraiment, pendant cette période, j'étais vraiment, je vais pas dire dépressif, mais j'étais vraiment, ouais, j'étais au bout de ma life, j'étais chez moi, je faisais rien. J'attendais la date. Une fois la liquidation arrivée, je me suis senti comme soulagé. On m'avait enlevé un poids, quoi. J'étais en mode, ok, c'est bon, en fait, je dois rien à personne. C'est clair, c'est propre pour tout le monde. En fait, c'est ça le truc. C'est que tu sais où t'en es, quoi. Tu sais que oui, voilà, oui. c'est réglé. Tout le monde est informé. Il n'y a pas de surprise. Il y a personne qui est délaissé. Il y a personne qui est abandonné. Ensuite, à ce moment-là, bah, écoute, c'est un peu bête, hein, mais pour moi, entreprendre, c'est vraiment une nécessité. Et donc, je suis reparti à la recherche d'un projet, tout simplement, hein. Et la proposition de poste de gérant, c'est pareil, c'était une personne dans mon réseau qui était ouvrier et qui s'est mis à son compte, tout simplement. Parce qu'en fait, tout simplement, il était ouvrier, s'est mis à son compte. Et comme il était le sous-traitant du sous-traitant, il s'est retrouvé avec plein de choses à gérer, en fait.
Là où lui, c'est un ouvrier. Je l'ai aidé à structurer, j'ai même on a créé la boîte, enfin, il a créé sa boîte, mais c'est moi qui lui ai fait les documents, en fait, qui ai tout fait. Toutes les formalités, les contrats de sous-traitance, le recrutement, enfin bref, il y avait beaucoup de choses à gérer. Et j'ai fait ça pendant presque 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. On fait un pas de quelques années, malgré tout, le fait de créer ton propre business, t'as jamais quitté. Et donc, milieu des années 2010, tu décides de relancer une nouvelle activité. Si tu veux, j'ai toujours eu l'idée en tête, mais à ce moment-là, je travaillais, j'étais salarié dans une boîte, comme j'ai dit, qui faisait de l'expertise, de la sécurité, qui faisait de l'audit de sécurité. Et bah, c'était pour juste gagner de l'argent et mettre de l'argent de côté, en fait, tout simplement, hein. Et à ce moment-là, pendant plusieurs années, je voulais démissionner pour créer la boîte, lancer la boîte. Et concrètement, vraiment, c'est à partir de 2017-2018 que j'ai commencé vraiment à mettre la pression sur mon employeur pour lui demander une rupture conventionnelle. Et donc, 2019, tu te relances dans le grand bain de l'entrepreneuriat ex nihilo avec une nouvelle activité. Comme toujours avec toi, totalement différente de la précédente et totalement différente des suivantes, hein. Exactement. Alors, c'est c'est exactement ça. En fait, si tu veux, je vois les choses autour de moi, je m'intéresse aux choses dans mon environnement. Et à ce moment-là, j'avais identifié un problème. C'était un problème qui était bon. Maintenant, c'est un peu plus répandu. Enfin, c'est un peu plus comment dire, Considéré. considéré. Merci. En fait, il y a beaucoup d'aidants qui aident leurs voisins. Ouais, tout simplement, mais bénévolement. Et moi, je trouvais ça génial et je me suis dit, mais je comprends pas. Tout ce système aujourd'hui dans lequel nous sommes, le système de santé, le système de prévoyance, tout le système dans lequel nous sommes, ça fonctionne en vérité grâce à eux. Parce que s'ils étaient pas là, ça représenterait des milliards et des milliards supplémentaires donc sur le système. Sauf que ces gens, en fait, il y a personne qui les aide. Concrètement, il n'y a pas une association. Enfin, s'il y a des associations, je vais abuser. Mais il n'y a pas vraiment de trucs, comment dire, à grande échelle. Il y a des petites associations ponctuelles, locales, mais à grande échelle, il n'y a rien. Et aujourd'hui, avec la technologie, alors toujours pareil, moi, c'est mettre la technologie au service du bien-être commun et du plus grand nombre. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire des choses à grande échelle sans investir des millions d'euros, en fait. Et moi, mon objectif était très simple, hein, c'était d'identifier ces aidants, de mesurer leur impact, ce qu'ils faisaient chez leurs voisins. Tu vois, par exemple, bah, moi, 3 fois par semaine, je vais étendre le linge de ma voisine qui est une personne âgée, dépendante. Parce que ça, il y a personne qui le fait pour elle. Oui. Mesurer cet impact social et aller voir dans l'économie locale des entreprises en leur disant, bah, regardez, il y a Pascal, tous les jours, toutes les semaines, 3 fois par semaine, il passe 1 heure à étendre le linge de sa voisine. Ça a un coût pour la société, tu vois. Et ben, l'objectif, c'était de dire quoi? Dire, bah, écoute, monsieur le boulanger, offrez-lui une réduction, offrez-lui un café, un petit pain pour ce geste. Lui, effet positif, bah, il va venir chez vous et il va consommer de façon de manière générale. Et tu vois, ça faisait vraiment un cercle vertueux en mode, d'abord, les aidants. Parce que nous, on a discuté avec pas mal d'aidants, on a fait une étude de marché assez conséquente et enfin, on a beaucoup discuté. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas être rémunérés, c'est être considérés. Tu vois. Donc, si tu leur dis, bah, toi, tu fais des actes, et ben, moi, en échange de ces actes, je vais t'offrir des petits cadeaux. C'était très bien, c'était énorme déjà pour eux, tu vois, ça les valorisait. Mais nous, on voulait aller plus loin que ça. Ça, c'était vraiment la première étape, hein. Ensuite, une fois qu'on a vraiment identifié donc les aidants, qu'on est capable de mesurer leur impact, c'est de les accompagner, de les faire monter en compétences, tu vois, de leur donner de l'information sur ce qui peut être intéressant pour eux et pour les personnes qu'ils aident. Mais alors, finalement, qu'est-ce qui a fait que ce projet n'a pas pu aller au bout? Eh ben, une raison très simple, il y avait une boîte, une start-up qui rémunérait les gens en fonction du nombre de pas qu'ils font. Oui. Alors, comme tu le sais, plus tu marches, plus tu es en bonne santé. Oui. Plus tu es en bonne santé, moins tu tombes malade, moins c'est un coût pour l'État et l'environnement, enfin, et la société. Et cette société, en fait, donc, demandait aux gens de marcher et les récompenser. Cette société s'est retrouvée redressée par l'URSSAF à hauteur de 800 000 euros. Moi, à ce moment-là, je me dis, oula! Je me dis, c'est chaud quand même, parce qu'en vérité, nous, quelque part, tu modifies un peu les critères, mais c'est la même chose, quoi. On fait exactement la même chose. C'est Oui, une on a le même plateforme. modèle économique. Ouais, exactement. Du coup, bah, gentiment, j'ai envoyé un courrier à l'URSSAF, qui m'ont répondu non. J'ai renvoyé un autre courrier en leur expliquant que c'était du pro bono, qu'il y avait, en gros, eux, ils me disaient que même si on offre un café, c'est vraiment parce que c'était l'exemple que je leur ai donné. Je leur ai dit, bah, écoutez, si un de mes voisins aide une fois de plus sa voisine à étendre son linge et que moi, en échange, je lui offre un café, vous considérez ça comme du travail dissimulé? Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit parce qu'il y a une rémunération en nature. Ils m'ont dit, votre solution fonctionne si vous embauchez tout le monde en CDD ou en CDI. Ce qui était Impossible, infaisable. ouais. C'était infaisable.
Et donc à ce moment-là, et on a dû pivoter. Alors on a eu des semaines très difficiles parce qu'on s'était dit mais c'est incroyable quoi le pro bono quoi. Parce que nous littéralement c'était pas une boîte où notre objectif c'était pas de devenir des milliardaires, hein. C'était pas objectif de le revendre 10 ans plus tard, hein. L'objectif c'était juste de mettre en place tous les outils informatiques et logiciels pour que ça roule et après bah, juste percevoir l'argent pour que le système puisse fonctionner. Donc Donc, ça a mis fin malheureusement à ce projet-là. alors non pas tout de suite parce qu'on s'est adapté. Alors, on s'est dit, bon, ok, on peut pas, donc on est revenu un peu sur le problème de départ. C'est quoi? C'est que le système aujourd'hui actuel fonctionne parce qu'il y a des bénévoles, mais pourquoi il y a des bénévoles? Finalement, on s'est rendu compte que c'est parce qu'il y a beaucoup trop de personnes âgées dépendantes en France par rapport au système. Ouais. Donc, on a eu un projet assez basique, c'était d'envoyer ces personnes âgées dans des pays où ils coûtent moins cher. En gros, pour faire simple, une personne âgée, aujourd'hui, elle a deux possibilités. Soit elle reste chez elle, et là, à ce moment-là, il y a des aides et elle est assistée par des associations ou des entreprises qui vont venir faire de l'aide à domicile. Soit elle vend en EHPAD. Mais en EHPAD, il faut compter à peu près, allez, le moins cher, 2 500 € par mois par personne. Donc, quand vous avez un minimum vieillesse à 800 €, même avec l'APA, même avec les aides, vous n'y arrivez pas. Nous, notre objectif, c'était simple, c'était d'envoyer ces personnes âgées en Croatie ou au Maroc. Parce qu'au Maroc, une infirmière temps plein, c'est 400 € par mois. Et à ce moment-là, on a eu beaucoup de chance parce que ça a coïncidé avec la volonté de certains groupes hôteliers d'essayer d'autres pistes de business model. Si tu veux, un groupe hôtelier, en gros, pour faire simple, au Maroc, par exemple, il a sa saison l'été. Et le reste de l'année, il se passe rien. Oui. Il a énormément de places disponibles. Et nous, on avait signé un deal avec un groupe hôtelier. En fait, c'était, ils nous mettaient à disposition un hôtel, des chambres d'hôtel. Nous, en fait, ce qu'on apportait, c'était donc recruter les personnes en France, les accompagner au Maroc, et toute la partie, comment dire, supervision, encadrement médical. Et eux, ce qu'ils apportent, c'est la partie hôtellerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un EHPAD, en fait, tu as deux services. Tu as un service d'hôtellerie et un service médical. Et nous, notre objectif au Maroc, il était simple. C'était pour moins cher qu'un EHPAD, moins cher que le moins cher des EHPAD en France, avoir une infirmière 5 jours sur 7 à temps plein pour une personne. Ah oui, carrément. Ouais. Là où le taux d'encadrement en France, c'est plutôt une aide-soignante pour 15 résidents. C'est un sacré projet, tu avais comme une sacrée responsabilité sur tes épaules parce Oui, que t'es pas chirurgien, mais tu avais, mine de rien, la vie complète d'un être humain sous ta responsabilité, puisque l'idée, on est bien d'accord, c'était de réduire les coûts, mais pas de réduire la qualité. c'était à coût plus bas, une meilleure qualité. C'est vraiment là, franchement, on cassait le système. Bah écoute, on s'est très bien encadré, hein, on s'est encadré bah, de professionnels de la santé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, il y a une particularité avec le Maroc, c'est qu'il y a une convention entre la sécurité sociale française et la sécu marocaine. Et ensuite, on faisait les choses pas à pas. Tu vois, l'hôtel, au début, le groupe hôtelier nous mettait à disposition quelques chambres, 80, mais c'était quand même beaucoup de chambres, 80. Et nous, dans les un premier temps, en fait, si tu veux, en France, il y a un système de classification des personnes dépendantes. Et si tu veux, nous, d'abord, on ciblait les personnes les moins dépendantes. Parce qu'il y a aussi un cercle vicieux, si tu veux. Ces personnes qui sont très peu dépendantes, comme ils sont mal encadrés, ils deviennent de plus en plus dépendantes. Là où nous, dès le début, en fait, on veut les prendre dès le début et les encadrer au maximum pour qu'ils restent le moins dépendants possible. Donc là, l'expérimentation doit avoir lieu fin 2019, début 2020, c'est ça? Alors, exactement, alors, écoute, j'ai plus la date précise, hein, mais on devait signer les statuts le jour où ils ont annoncé la fermeture des frontières Pour le Covid-19. pour le Covid-19. Ouais. Voilà. Et donc, le calendrier n'est pas bon. Bah non, bah écoute, c'est simple, on devait littéralement signer les statuts. Donc, fermeture des frontières. Donc, bah, si on ferme les frontières, on peut plus envoyer des personnes au Maroc. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va pas démarrer la société tout de suite, on va attendre pour voir. On a attendu 3 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, on a dit, bon, écoute, le projet, il est pas mort. C'est juste que c'est reporté. À ce moment-là, c'est encore une fois une belle réussite et en même temps, encore une fois, un échec. Enfin, en tout cas, c'est une autre aventure qui se termine d'une manière un peu rude. C'est ça. Je te repose la même question que tout à l'heure, mais encore une fois, tu as été résilient ou ça a été dur mentalement encore? Ah bah écoute, bon, moi, faut expliquer, c'est que j'ai quand même des règles, comment dire, un petit peu d'autodiscipline. Très tôt, je me suis lancé dans cette carrière d'entrepreneur et très tôt, je me suis dit, tu vas avoir énormément d'échecs avant de réussir. Et pour moi, en fait, si tu veux, un échec, franchement, ça fait chier. Excusez-moi le terme. Non, mais pas de souci. Ça fait chier, il faut dire la vérité. Mais pour moi, c'est que je suis dans la bonne direction. Parce que si tu as un échec, c'est que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose, tu as lancé un test, hein, grosso modo, tu as fait une expérimentation, elle s'est bien, bah, vu que c'est un échec, elle s'est mal passée, mais il y a quand même un enseignement à retenir. Et toi, ce raisonnement-là, tu l'as mis dans ta tête dès le départ Ouais.
Et du coup, tu l'as accepté. Ce qui fait que ça t'a, entre guillemets, préparé à la chute, quoi. C'est ça. C'est intéressant. Ça te permet de rebondir parce que tu te dis, c'est normal, c'est pas de ta faute. Voilà. Ça fait partie du chemin, du cheminement pour arriver à la réussite. Le seul problème avec ce raisonnement, c'est qu'on peut tomber de l'autre côté où, dès le départ, on se prépare trop à pas réussir et du coup, on réussit pas. Oui, en effet, je suis d'accord avec toi, mais honnêtement, moi, alors, je connais pas mal d'entrepreneurs et je pense que s'il y a bien un truc si on a bien un point en commun, c'est quand même l'optimisme. Tu vois, moi, je pense plus à, je vais y arriver. C'est pour ça que j'ai besoin de me dire, attention, tu vas y arriver, mais tu vas passer par des échecs. Finalement, ouais, je vais y arriver est à l'échelle de ta vie d'entrepreneur, voilà. Même si, à l'échelle des projets individuels, tu trouves la possibilité de l'échec, quoi. Bon, il y a la phrase de Churchill, hein, c'est une phrase qui m'a marqué, hein. Il a dit que la réussite, c'était une succession d'échecs. Voilà, je pense que vraiment, c'est la meilleure phrase pour un entrepreneur. On retiendra Churchill. Donc, encore une fois, tu as fait preuve de résilience et tu es parti à la quête d'une nouvelle aventure. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, j'avais quel âge? J'avais presque 36 ans. Je me suis dit, écoute, j'ai deux possibilités. Soit je repars travailler en tant que salarié, ou alors à un certain âge, tu vois, mon âge, pour moi, il faut que j'y aille à fond. Je peux plus me permettre d'aller retravailler pendant quelques années, sinon j'aurai 60 ans quoi, quand je vais lancer le projet. Et donc je suis reparti vraiment à la recherche d'un problème, hein, pareil, hein, l'environnement, mes proches, les gens que je connais, mes amis. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. C'est assez compliqué parce que tu vois, tu repars, t'es vraiment en mode. Alors, il y a des gens, tu sais, qui sont vraiment très focus mono-secteur, mono-projet. Moi, je suis pas de ce genre-là, en fait. Ah Moi, je suis non, intéressé par les problèmes, comment dire, les problèmes que tout le monde reconnaît, mais dans lesquels personne ne fait rien. tu es parti en quête de problèmes. C'est ça exactement. Les gens fuient les problèmes, toi tu les cherches. Ouais, exactement. Moi, j'adore ça. Quand les gens me disent, oui, alors nous, dans notre domaine, on fait ça comme ça, mais c'est pas fiable, c'est pas sérieux, c'est du bricolage. Tous ces mots-là, pour moi, c'est des, comment dire, ça me donne envie. Et donc, c'est là que quelqu'un te parle de l'idée qui donnera naissance ensuite à AQR. C'est ça, exactement. En fait, c'est très simple. J'ai un ami qui est responsable qualité dans un grand groupe automobile et ils m'ont dit que leur objectif, c'était d'avoir une visibilité sur leur supply chain. Tout à fait normal. Tu dis, bah, c'est évident, hein. Surtout avec tout le contexte. Alors, je sais pas si tu te rappelles de cette période après le Covid, parce que déjà il y a eu le Covid, hein, ça a bien entamé la supply chain. Puis en plus, il y a eu le bateau, tu sais, les Evergrande, je sais pas si c'était les Oui, Evergrande qui a bloqué le canal de Suez. oui. Et du coup, bah, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient une faiblesse au niveau de leur supply chain. Parce qu'à force d'optimiser, tu vois, à force vraiment d'avoir une supply chain très solide, bah, en fait, si elles rompt, il y a plus rien, en fait. Et donc, pour beaucoup de grands groupes, ils se posent ils se posent la question, ils mettent en place une stratégie pour se prémunir de ce risque. Donc, on n'est plus sur des supply chains, on est plutôt sur des supply constellations. En gros, pour faire simple, c'est, ouais, ok, on a une supply chain A, Oui. mais on a une B et une C prêts à être déclenchés très rapidement. Tout est ready. Et donc, dans ce cadre-là, eux, ils ont besoin de visibilité sur leur supply chain. Et je leur ai dit, bah ok, mais jusqu'où vous voulez avoir de la visibilité? Ils m'ont dit jusqu'au rang 6. Donc, c'est Donc, le fournisseur du fournisseur du fournisseur du fournisseur du fournisseur. et donc, ça y est, à cette problématique-là. Alors, à ce moment-là, c'est pas encore une problématique. À ce moment-là, c'était, ah, il y a un truc intéressant. Exactement. Du coup, je lui ai dit, bah, vous en êtes où? Tout simplement. Je lui ai dit, bah, vous en êtes où dans ce projet? Ils m'ont dit, bon, on galère déjà avec les fournisseurs de rang 1. Tu vois, il y a pas de, si tu veux, il y a beaucoup de technologies. Et en fait, aujourd'hui, sur le marché, en fait, on va dire, il n'y a pas un produit standard. Tu viens mettre facilement en place. C'est à chaque fois une étude personnalisée. Ça prend 6 mois. Après, tu as 10 mois de mise en place. Enfin, c'est long. Pour mesurer une production et l'analyser. Exactement, pour Ok. mettre en place de l'IoT et des systèmes d'information avec du partage d'informations. C'est là où je me dis, ah, c'est intéressant, parce que si vous voulez aller jusqu'au rang 6, si vous galérez déjà au rang 1, alors que vous avez une force de frappe, j'ai envie de te dire, c'est pas une question de moyens, c'est une question vraiment de technique et de process. Et ben, j'ai pris le truc à l'envers. Je suis parti voir les petits fournisseurs, les derniers, enfin les derniers, le rang 6 justement. Je suis parti voir le rang 6, voir qu'est-ce qu'il avait comme type de production. C'est des belles entreprises familiales souvent, tu vois, de deuxième, troisième génération. Ils ont un grand savoir-faire, ils ont de la belle technologie, mais en moyenne production, ils ont un parc machine âgé, ce qui complexifie encore plus la mise en place donc demandée par le groupe automobile. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah là on tient quelque chose.
On a fait donc une étude de marché. On s'est rendu compte que finalement, il y avait énormément d'entreprises dans ce cas-là. Et nous, le pari qu'on s'est donné, on s'est fixé, la mission qu'on s'est fixée, c'est d'aller équiper ces entreprises avec une solution simple à installer, facile à chiffrer, avec un prix transparent, un prix par usine. Et ensuite, aller voir le groupe automobile en leur disant, bah, regardez, nous, on a équipé 1000 entreprises de ce type-là. On peut vous aider à accélérer dans votre stratégie. Brahim, on en arrive du coup à AQR. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Lors de la deuxième partie de ce podcast, tu puisses nous présenter AQR en détail. Ça te va? Ok, super. Eh ben, à tout de suite. Génial. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Cela nous aiderait énormément. À très bientôt.